attribuer la différence qui est entre l'air de différents pays à la nature des émanations de la Terre, qui sont différentes en diverses régions. Les émanations de la Terre sont la seule cause apparente à laquelle on puisse attribuer la différence sensible entre les qualités de l'air en diverses régions également distantes de la ligne. Cette opinion s'accommode très bien avec l'expérience. Les émanations dont dépendent les qualités de l'air dépendent elles-mêmes de la nature des corps dont elles s'échappent. Or, quand on vient examiner quelle est la composition du globe terrestre, dans deux pays dont l'air est différent, on trouve cette composition différente. Il y a plus d'eau par exemple en Hollande dans un carré donné qu'il y en a dans le comté de Kent. Le sein de la Terre ne renferme pas les mêmes corps en France qu'il renferme communément en Italie. Dans plusieurs endroits de l'Italie, la Terre est pleine d'alun, du soufre, du bitume et d'autres minéraux. Ces corps dans les lieux de France où on n'en trouve n'y sont pas en même quantité par proportion aux autres corps d'Italie. On trouve presque par toute la France que le tuf est de marne ou d'une espèce de pierre grasse, blanchâtre et tendre, et dans laquelle il y a beaucoup de sel volatile. Le sel domine dans la terre de la Pologne, et l'on en trouve des mines toutes formées dans plusieurs endroits de ce royaume. Elles suffisent à la consommation du pays, et même à celle de plusieurs provinces voisines. C'est à ce sel dominant dans la terre de Pologne que les philosophes attribuent la fertilité prodigieuse de la plupart de ces contrées, aussi bien que la grosseur extraordinaire des fruits, et s'il est permis de s'expliquer ainsi le grand volume du corps des hommes nés et nourris dans ce pays-là. En Angleterre, le tuf est composé principalement de plomb, d'étain, de charbon, de mine et d'autres minéraux qui végètent et qui se perfectionnent sans cesse. On peut même dire que la différence de ces émanations tombe en quelque manière sous nos sens. La couleur du vague de l'air, celle des nuages qui donnent un horizon colorié au coucher comme au lever du soleil, dépendent de la nature des exhalaisons qui remplissent l'air et qui se mêlent avec les vapeurs dont ces nuages sont formés. Or, tout le monde peut observer que le vague de l'air et les nuages qui brillent à l'horizon ne sont pas de la même couleur dans tous les pays. En Italie, par exemple, le vague de l'air est d'un bleu verdâtre, et les nuages de l'horizon y sont d'un jaune et d'un rouge très foncé. Dans les Pays-Bas, le vague de l'air est d'un bleu pâle, et les nuages de l'horizon n'y sont teints que de couleur blanchâtre. On peut même remarquer cette différence dans les ciels des tableaux du Titien et des tableaux de Rubens, ces deux peintres ayant représenté la nature telle qu'elle se voit en Italie et dans les Pays-Bas, où il l'a copiée. Je conclus de ce que j'ai exposé qu'ainsi que les qualités de la terre décident de la saveur particulière aux fruits dans plusieurs contrées, de même ces qualités de la terre décident de la nature de l'air de chaque pays. Les qualités et les propriétés de la terre sont également la cause de la différence qui est entre l'air de deux contrées, ainsi qu'elle est la cause de la différente saveur des vins qui ont cru dans deux contrées limitrophes. Or, cette cause est sujette par sa nature à bien des vicissitudes, comme à une infinité d'altérations. Dès que la Terre est un mixte composé de solides et de liquides de divers genres et de différentes espèces, il faut qu'ils agissent sans cesse l'un et l'autre, et qu'ils s'y fassent ainsi des fermentations continuelles, d'autant plus que l'air et le feu central mettent encore les matières en mouvement. Comme les levains, comme le mélange et la proportion de ces levains ne sont pas toujours les mêmes, les fermentations ne sauraient aboutir toujours à la même production. Ainsi, les émanations de la même terre ne sauraient être toujours les mêmes dans la même contrée. Elles y doivent être sujettes à divers changements. L'expérience donne un grand poids à ce raisonnement. La même terre envoie-t-elle toutes les années dans l'air la même quantité de ces exhalaisons, qui sont la matière des foudres et des éclairs? Comme il est des pays plus sujets au tonnerre que d'autres, il est aussi des années où il tonne 10 fois plus souvent dans le même pays qu'en d'autres années. À peine entendit-on 2 coups de tonnerre à Paris l'été de 1716. Il y a tonné 30 fois et plus l'été de 1717. La même chose arrive par rapport au tremblement de terre. Les années sont-elles également pluvieuses dans le même pays? Qu'on voit dans les almanachs de l'Observatoire la différence qui se trouve entre la quantité de pluie qui tombe à Paris dans le cours d'une année et la quantité qui en tombe dans une autre année.
Cette différence va quelquefois à peu près des 2 tiers. On ne saurait encore attribuer l'inégalité qui se remarque dans les éruptions des volcans à une autre cause qu'à la variété des fermentations qui se font continuellement dans le sein de la Terre. On sait que ces montagnes redoutables jettent plus de feu en certaines années que dans d'autres, et qu'elles sont quelquefois un temps considérable sans en vomir. Toutes les années sont-elles enfin également saines et également pluvieuses, venteuses, froides et chaudes dans la même contrée? Le soleil et les émanations de la Terre décident en France comme ailleurs de la température des années, et l'on n'y saurait faire intervenir aucune autre cause, à moins que de vouloir faire agir les influences des astres. Or, de ces 2 causes, il y en a une qui ne varie pas dans son action, je veux dire le soleil. Il faut donc attribuer la différence immense qui s'observe en France entre la température de 2 années à la variation survenue dans les émanations de la Terre. Je dis que l'action du soleil ne varie point. Il monte et il descend à Paris toutes les années à une même hauteur. S'il y a quelques différences dans son élévation, elle n'est sensible qu'aux astronomes modernes. Et elle ne pourrait permettre d'autres différences entre l'été de 2 années que celle qui se trouve entre un été de Saint-Lys et un été de Paris. La distance qui est entre Paris et Saint-Lys, du sud au nord, revient à la hauteur que le soleil peut avoir de plus à Paris en une année que dans une autre année. La différence, c'est qu'il y a entre la température des années et bien une autre variation. Il est à Paris des étés d'une chaleur insupportable. D'autres à peine ne sont pas un temps froid. Souvent il fait froid le jour du solstice d'été, qu'il ne faisait 6 semaines auparavant. L'hiver y est quelquefois très rigoureux, et la gelée y dure 40 jours de suite. En d'autres années, l'hiver se passe sans 3 jours de gelée consécutive, et des années durant lesquelles il tombe à Paris 22 pouces d'eau de pluie. En d'autres années, il n'en tombe pas 8. Il est aussi des années où les vents sont plus fréquents et plus furieux qu'en d'autres. On peut dire la même chose de tous les pays. La température des années varie toujours. Il est seulement vrai que dans les pays méridionaux, le temps de la pluie et des chaleurs n'est pas aussi déréglé que dans d'autres pays. Ces chaleurs et ces pluies, plus ou moins grandes, y viennent à peu près dans les mêmes jours. La cause y varie bien, mais elle n'y est pas aussi capricieuse qu'en France. Mais, dira-t-on, quoique le soleil monte toutes les années à la même hauteur, ne peut-il point arriver quelque obstacle, comme serait une macule, qui ralentisse son action en certaines années plus que dans d'autres années? Il aurait ainsi la plus grande part aux variations dont vous allez chercher la cause dans le sein de la Terre. Je réponds que l'expérience ne souffre point qu'on impute au soleil cette variation. Il y aurait une espèce de règle dans ce dérangement. S'il venait du ralentissement de l'action du soleil, je veux dire que tous les pays sentiraient ce dérangement à proportion de la distance où ils sont de la ligne, et que l'élévation du soleil déciderait toujours du degré de chaleur. Quelle que fût cette chaleur en une certaine année, le même été plus chaud à Paris qu'à l'ordinaire supposerait un été plus chaud à Madrid que les étés ordinaires. Un hiver très doux à Paris supposerait qu'il serait encore plus doux à Madrid que les hivers ordinaires. C'est ce qui n'est point. L'hiver de 1699 à 1700 fut très doux à Paris et très rude à Madrid. Il gela 15 jours de suite à Madrid, et il ne gela pas 2 jours de suite à Paris. L'été de 1714 fut assez sec et très chaud à Paris. Il fut très pluvieux et assez froid en Lombardie. Le jour du solstice d'été est quelquefois plus froid que le jour des équinoxes. La variation de la température des années est telle qu'on ne saurait l'attribuer au soleil. Il faut l'imputer à une cause particulière à chaque pays, c'est-à-dire à la différence qui survient dans les émanations de la Terre. C'est elle qui rend encore certaines années plus sujettes aux maladies que d'autres. Née de la Terre elle-même, d'où elle monte en masse vers nous. Lucrèce. Il est des maladies épidémiques qui sortent de la Terre insensiblement, mais il en est qu'on en voit sortir pour ainsi dire. Telles sont les maladies qui surviennent dans les lieux où l'on a fait de grands remuements de terre et qui étaient très sains avant ces remuements. La première enveloppe de la terre est composée de terre commune, de pierres, de cailloux et de sable. La nature prudente s'en est servie pour couvrir la seconde enveloppe composée de minéraux et de terres grasses dont les sucs contribuent à la fertilité du sol extérieur. Or ces sucs montent dans les tuyaux des plantes ou bien ils s'élèvent dans l'air après s'être exténués et filtrés à travers la première enveloppe de la terre, et ils y forment ce nitre aérien qui, retombant ensuite sur la terre dont il est sorti, aide tant à sa fertilité. Or, quand on fait de grands remuements de terre,
On met à découvert plusieurs endroits de cette seconde enveloppe et l'on les expose à l'action immédiate de l'air et du soleil, laquelle, ne trouvant plus rien interposé, en détache des molécules en trop grande quantité. D'ailleurs, ces molécules, encore trop grossières, n'auraient dû s'élever dans l'air qu'après s'être exténuées en passant à travers la première enveloppe, comme à travers un tamis. Ainsi, l'air de la contrée se corrompt, et y demeure corrompu jusqu'à ce que la terre découverte soit épuisée d'une partie de ses sucs, ou jusqu'à ce que la poussière, charriée sans cesse par les vents, l'ait enduite d'une nouvelle croûte. Mais comme nous l'avons dit, il est des maladies épidémiques qui, pour parler ainsi, sortent du sein de la terre insensiblement, et sans qu'il y soit arrivé aucun changement dont on s'aperçoive. Telles sont les pestes qui s'allument quelquefois dans un pays où elles n'ont point été apportées ailleurs, et qu'on ne saurait imputer qu'aux altérations arrivées dans les émanations de la terre même. Qu'il faut attribuer aux variations de l'air dans le même pays la différence qui s'y remarque entre le génie de ses habitants en des siècles différents. Je conclus donc de tout ce que je viens d'exposer qu'ainsi qu'on attribue la différence du caractère des nations aux différentes qualités de l'air de leur pays, il faut attribuer de même aux changements qui surviennent dans les qualités de l'air d'un certain pays les variations qui arrivent dans les mœurs et dans le génie de ses habitants, ainsi qu'on impute à la différence qui est entre l'air de France et l'air d'Italie, la différence qui se remarque entre les Italiens et les Français. De même, il faut attribuer à l'altération des qualités de l'air de France la différence sensible qui s'observe entre les mœurs et le génie des Français d'un certain siècle et des Français d'un autre siècle. Comme les qualités de l'air de France varient à certains égards, et qu'elles demeurent les mêmes à d'autres égards, il s'ensuit que dans tous les siècles, les Français auront un caractère général qui les distinguera des autres nations, mais ce caractère n'empêchera pas que les Français de certains siècles ne soient différents des Français des autres siècles. C'est ainsi que les vins ont dans chaque terroir une saveur particulière qu'ils conservent toujours, quoique leur bonté ne soit pas toujours égale, et qu'en certaines années ils soient meilleurs sans comparaison que dans d'autres années. Voilà pourquoi, par exemple, les Italiens seront toujours plus propres à réussir en peinture et en poésie que les peuples des environs de la mer Baltique. Mais comme la cause qui fait cette différence entre les nations est sujette à plusieurs altérations, il semble qu'il doit arriver qu'en Italie certaines générations aient plus de talent pour exceller dans ces arts que d'autres générations n'en peuvent avoir. Toute la question de la prééminence entre les anciens et les modernes, dit le grand défenseur des derniers, était une fois bien entendu serait réduit à savoir si les arbres qui étaient autrefois dans la campagne étaient plus grands que ceux d'aujourd'hui. J'ai cru, ajoute-t-il, que le plus sûr était de consulter un peu sur tout ceci la physique, qui a le secret d'abréger bien des contestations que la rhétorique rend infinies. Consultons-la, j'y consens. Que nous répond-elle? Deux choses. La première, c'est que de tout temps, certaines plantes ont atteint une plus grande perfection dans une contrée que dans une autre, et que dans le même pays, les arbres et les plantes n'y donnent pas toutes les années des fruits également bons. On pourrait dire des années ce que Virgile a dit des régions quand il écrit que toutes leurs productions ne sont point également excellentes. Toute terre ne produit pas tout. La cause de cet effet montre une activité à laquelle nous pouvons bien attribuer la différence qui se remarque entre l'esprit et le génie des nations et des siècles. N'agit-elle pas déjà sensiblement sur l'esprit des hommes en rendant la température des climats aussi différente, qu'on la voit en différents pays comme en différentes années? La température du climat ne nuit-elle pas beaucoup à l'éducation physique des enfants, ou ne la favorise-t-elle pas beaucoup? Pourquoi ne veut-on pas que les enfants élevés en France en certaines années, dont la température aura été heureuse, aient le cerveau mieux disposé que ceux qui auront été élevés durant une suite d'années dont la température aura été mauvaise? Tout le monde n'attribue-t-il pas l'esprit des Florentins et la grossièreté des Bergamasques à la différence qu'il y a entre l'air de Florence et celui de Bergame? Mais objectera-t-on, si ces changements que vous supposez arriver successivement dans la terre, dans l'air et dans les esprits étaient réels, on remarquerait dans le même pays quelques changements dans la configuration du corps des hommes. Le changement que vous croyez arriver dans leur intérieur serait accompagné d'un changement sensible dans leur extérieur. Je réponds en premier lieu, fondé sur tout ce que j'ai dit précédemment, que la cause qui est assez puissante pour agir sur les cerveaux de toute espèce peut bien n'être pas assez efficace pour altérer la stature des corps.
En second lieu, je réponds que si l'on faisait en France, par exemple, une attention exacte et suivie sur la stature des corps et sur leur force, peut-être trouverait-on qu'il y paraît en certains temps des générations d'hommes plus grands et plus robustes que dans d'autres. Peut-être trouverait-on qu'il y a des âges où l'espèce des hommes va en se perfectionnant, comme il y en a d'autres où elle déchoit. Lorsqu'on voit que nos guerriers trouvent le poids d'une cuirasse et d'un casque un fardeau insurmontable, au lieu que leurs ancêtres ne trouvaient pas l'habillement entier de l'homme d'armes un poids trop lourd. Quand on compare les fatigues qu'on avait à essuyer dans les guerres des croisades avec la mollesse de nos camps, n'est-on pas tenté de dire que la chose arrive ainsi? Il ne faut point alléguer que c'est la mollesse de l'éducation qui énerve les corps. Est-ce d'aujourd'hui que les pères et les mères choient trop leurs enfants et les enfants de toutes conditions n'étaient-ils pas élevés par leurs parents dans les temps dont je parle, ainsi que le sont ceux d'aujourd'hui? Ne serait-ce point parce que les enfants naissent plus délicats que l'expérience fait prendre des précautions plus scrupuleuses pour les conserver? Il est naturel qu'un père et une mère apportent à l'éducation physique de leurs enfants les mêmes attentions et les mêmes soins dont ils se souviennent d'avoir eu besoin. Il est naturel qu'ils jugent de la délicatesse de leurs enfants par la délicatesse dont ils ont été durant leur enfance. L'expérience seule peut, en apprenant que ces soins ne suffisent plus, nous faire penser qu'il faut employer plus d'attention et plus de ménagement pour la conservation de nos enfants qu'on en a eu pour la nôtre. L'impulsion de la nature à laquelle on ne résiste guère ne fait-elle pas aimer encore aujourd'hui les exercices qui fortifient le corps à ceux à qui elle a donné une santé capable de les soutenir? Pourquoi le commun du monde les néglige-t-il aujourd'hui? Enfin, notre mollesse vient-elle de notre genre de vie, ou bien est-ce parce que nous naissons plus faibles par l'estomac et par les viscères que nos aïeux, que chacun dans sa condition cherche de nouvelles préparations d'aliments, des nourritures plus aisées, et que les abstinences que ces aïeux observaient sans peine sont aujourd'hui réellement impraticables au tiers du monde? Pourquoi ne pas croire que c'est le physique qui donne la loi au moral? Je crois donc que le genre de vie, que le mode de se vêtir plus ou moins en certaines saisons, qui a lieu successivement dans le même pays, dépend de la vigueur des corps qui les fait souffrir du froid et du chaud plus ou moins, suivant qu'ils sont plus ou moins robustes. Il y a 50 ans que les hommes ne s'habillaient pas aussi chaudement en France durant l'hiver qu'ils s'habillent aujourd'hui, parce que les corps y étaient communément plus robustes et moins sensibles aux injures du froid. J'ai observé, dit Chardin, dans mes voyages, que comme les mœurs suivent le tempérament du corps, selon la remarque de Galien, le tempérament du corps suit la qualité du climat, de sorte que les coutumes ou habitudes des peuples ne sont point l'effet de purs caprices, mais de quelque cause de nécessité naturelle qu'on ne découvre qu'après une exacte recherche. Quand les corps deviennent plus faibles et plus sensibles aux injures de l'air, il s'ensuit qu'un peuple doit changer quelque chose dans ses mœurs et dans ses coutumes, ainsi qu'il le ferait si le climat était changé. Ces besoins varient également par l'un ou par l'autre changement. Les personnes âgées soutiennent encore qu'une certaine cour était composée de femmes plus belles et d'hommes mieux faits qu'une autre cour peuplée des descendants de ceux-là. Qu'on entre en certain temps dans le détail de 100 familles, et l'on en trouvera 80 où le fils sera d'une stature moins élevée que celle de son père. La race des hommes deviendrait une race de pygmées s'il ne succédait point à ces temps-là une décadence des temps où la stature des corps se relève. Les générations plus faibles et les générations plus robustes que les générations précédentes se succèdent alternativement. On ne saurait encore attribuer qu'aux changements qui surviennent dans les qualités de l'air dans le même pays la différence qui se remarque entre les mœurs et la politesse de divers siècles. On a vu des temps où l'on tirait facilement les principaux d'une nation de leur foyer. On les engageait sans peine d'aller chercher la guerre à 1000 lieues de leur patrie, au mépris des fatigues de plusieurs mois de voyage qui paraissent des travaux d'Hercule à leur postérité amollie. C'est, dira-t-on, que la mode d'y aller s'était établie, mais de pareilles modes ne s'établiront pas aujourd'hui. Elles ne peuvent s'introduire qu'à l'aide des conjonctures physiques, pour ainsi dire. Croit-on que le plus éloquent de nos prédicateurs, qui prêcherait une croisade aujourd'hui, trouva bien des barons qui le voulussent suivre outre-mer?